Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de cours à distance portant sur l'Alzheimer et Korsakoff partie 2. Alors dans la vidéo précédente, nous avions parlé de l'Alzheimer et nous l'avions défini de manière plus ou moins complète ensemble. Alors, dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous parler du rapport entre l'Alzheimer et la démence. Alors la démence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un syndrome dans lequel on observe une altération des fonctions mentales. C'est très bien, mais quel est le rapport exact avec la maladie d'Alzheimer? Eh bien, le fait est que les causes de la démence sont les maladies portant atteinte aux fonctions cérébrales. Et nous l'avons vu, la maladie d'Alzheimer en fait partie. En effet, celle-ci est responsable de 70% des cas de démence. 70% des cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment conséquent, c'est vraiment énorme. Et donc, c'est pour ça qu'on parlera en fait de l'Alzheimer comme une forme de démence la plus connue. Il y a d'autres maladies qui vont porter atteinte aux fonctions cérébrales, comme l'accident vasculaire cérébral. Eh bien, il sera responsable de 15 à 25% des cas de démence. On parlera donc de démence vasculaire. Et finalement, nous avons également la maladie à corps de Lewy, qui est souvent mentionnée lorsque l'on parle de démence. Eh bien, cette maladie consiste en l'accumulation de protéines dans les cellules cérébrales, y compris les neurones. Elle sera donc responsable de 5 à 15% des cas de démence. Et on parlera de démence à corps de Lewy. Voilà donc le lien entre Alzheimer et démence. Maintenant, on va parler d'un sujet très intéressant. S'il est très intéressant, c'est parce que c'est les préventions, l'intervention et le traitement sont vraiment le cœur du métier d'éducateur, en tout cas pour ce qui est de la maladie de l'Alzheimer. C'est là que vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de concret et intervenir. Alors, la prévention, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les actions que l'on va mettre en place avant l'apparition de la maladie pour empêcher son apparition. Ou bien, ce sont également toutes les actions que l'on va mettre en place après l'apparition de la maladie pour empêcher l'aggravation de celle-ci. La prévention, c'est donc très intéressant parce que ça nous permet d'intervenir avant que la maladie n'apparaisse. Et la question que vous devez vous poser, c'est comment je vais définir les actions que je vais mettre en place. Que ce soit pour l'Alzheimer ou d'autres maladies que vous aurez à côtoyer dans votre quotidien d'éducateur, que ce soit des troubles de l'attention, que ce soit des troubles de l'alimentation tels que l'anorexie ou d'autres troubles. L'important, c'est d'essayer de mettre en place des choses pour prévenir l'apparition de ces maladies. Eh bien, la logique à avoir, c'est qu'il faut partir des causes afin de trouver des actions de prévention logiques. Si je prends l'exemple de l'obésité, nous connaissons différentes causes, comme les causes alimentaires, comme c'est-à-dire le fait de consommer trop sucré ou trop gras, les causes psychologiques comme le stress, qui va nous encourager à nous alimenter, le manque d'activité physique et le manque de sommeil. Alors pour ceux que ça intéresse, le rapport entre manque de sommeil et obésité, il est dû à des hormones en fait. Lorsque l'on manque de sommeil, on va avoir une augmentation de la ghréline, qui est l'hormone de l'appétit, donc ça va stimuler notre appétit. Et au contraire, on va avoir une diminution de la leptine qui est responsable de la, de la satiété. C'est-à-dire qu'on aura moins d'appétit. C'est là le lien entre manque de sommeil et obésité. Enfin voilà. À partir des causes, on peut définir des préventions intéressantes, des stratégies de prévention intéressantes. Donc, si notre cause c'est l'alimentation trop grasse, trop sucrée, eh bien, prévention, on peut essayer d'établir un régime alimentaire sain, prévenir l'apparition de l'obésité. Pareil pour le stress, on peut essayer de réduire les facteurs de stress, de s'initier pourquoi pas à des techniques de réduction du stress, prévoir des exercices physiques quotidiens ou établir des routines de sommeil afin de prévenir l'apparition de l'obésité. Il est là le mécanisme que vous devez avoir. Partir des causes pour trouver des moyens de prévention pertinents. Mais alors, qu'en est-il dans le cadre de la maladie de l'Alzheimer? Eh bien, le fait est que les causes précises ne sont pas encore identifiées.
Mais il existe bien des facteurs de risque reconnus et c'est là-dessus que l'on va pouvoir essayer d'intervenir en faisant de la prévention. Alors, je vais d'abord vous citer un facteur de risque sur lequel vous ne pourrez pas intervenir, mais il est quand même important de savoir qu'il s'agit bien d'un facteur de risque. Il s'agit de l'âge et du sexe. En effet, ici, si vous regardez sur ce tableau, vous voyez qu'au plus on avance dans l'âge, et bien au plus les cas qui se comptent en milliers augmentent. Ici, donc, chez les hommes à 65 ans, il y a 7600 cas, tandis que à 75 ans, nous avons 15 800, 21 000, etc., etc. Vous voyez bien que, en fonction de l'âge élevé, les cas sont plus importants. Pareil, lorsque l'on compare les hommes et les femmes, vous voyez que la moyenne chez les femmes est toujours plus importante que celle des hommes. Alors, le sexe et l'âge, vous ne pouvez pas intervenir dessus, vous ne pouvez pas faire qu'une femme soit un homme et inversement, et vous ne pouvez pas modifier l'âge, euh, modifier l'âge de la personne. Je le conçois donc que vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Il y a également les maladies cardiovasculaires qui forment un risque que la maladie d'Alzheimer se développe chez ces personnes-là. Alors, vous pouvez donc intervenir de cette façon en essayant de soigner le diabète, d'éviter le tabagisme, d'entretenir les activités physiques, une alimentation saine, etc. Donc vraiment, tout, tous des moyens de prévention pour empêcher l'apparition de maladies cardiovasculaires favorisant l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Nous avons également il y a des études qui ont démontré que le manque de stimulation chez des personnes pouvait constituer un risque d'apparition de cette maladie. Donc pour ainsi éviter que ce facteur prenne trop d'importance, essayez donc de stimuler les personnes en faisant des exercices mentaux, en faisant en sorte que ces personnes aient une vie sociale remplie, qu'ils aient des activités physiques, etc., etc. Stimulez-les un maximum pour mettre toutes les chances de votre côté. Voilà pour ce qui est de la prévention. Ensuite, nous avons l'intervention et le traitement. Ça, c'est lorsque la maladie est installée. Primo, les traitements médicamenteux. Eh bien, les médicaments, ils vont pouvoir atténuer les symptômes. Symptômes dont on a parlé dans la première vidéo. Donc, mémoire, langage, désorientation spatiale, désorientation temporelle, habileté motrice, réflexion, attention. Je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, ce sont ces symptômes-là. Ils vont donc être atténués grâce au traitement médicamenteux, mais il n'y a pas de guérison possible. C'est une maladie irréversible, incurable, nous l'avons également vu dans la définition. Intervention, c'est là que vous intervenez. Vous allez pouvoir offrir en fait un accompagnement à ces personnes. Cet accompagnement, il est caractérisé par une attitude particulière, des procédés de communication particuliers. Nous allons également voir des mises en place pratiques que vous pouvez faire et des types d'activités que vous pouvez faire avec ces patients. Alors, l'attitude, c'est quelque chose de très important dans votre futur métier. Il y a certaines choses que vous devez vraiment intégrer à votre attitude, comme la bienveillance, le calme, la compréhension, l'empathie, la patience et le respect. Si vous intégrez toutes ces caractéristiques à votre attitude, vous serez de formidables éducateurs, j'en suis persuadée. En fait, dans l'Alzheimer, il est important de partir du vécu de la personne et de la rejoindre dans sa réalité. Il faut approuver ce qu'elle peut ressentir plutôt que de la confronter directement à la réalité. Ces personnes sont vraiment dans une réalité qui leur est propre. Et plutôt que de les confronter, il faut vraiment essayer de comprendre leur réalité à eux. Après seulement, ramener lentement à la réalité en essayant de poser des questions si cela s'avère nécessaire. Alors, je vais essayer de vous donner quelques petits exemples pour que ce soit plus concret pour vous. Exemple numéro 1, Juliette. Alors, Juliette est atteinte d'Alzheimer et elle est persuadée qu'on lui a volé son livre, alors qu'elle l'a juste oublié dans le salon. Eh bien, si vous adoptez l'attitude dont je vous ai parlé, il va falloir savoir se mettre à la place de cette personne. Ça, c'est de l'empathie.
Eh bien, cette personne, en fait, elle peut être face à un grand désarroi et il faut valider ce ressenti, comprendre le désarroi qu'elle peut vivre, prendre ses sentiments au sérieux plutôt que de se cantonner à la situation et de se dire mais non, c'est elle qui l'a perdu, et alors? Si c'est elle qui l'a perdu, et alors? Nous, on va s'intéresser à son ressenti, c'est-à-dire cette crainte, cette anxiété, cette angoisse suite à la perte de ce livre qu'elle pense voler. Et du coup, vous allez essayer donc d'apaiser cette personne en proposant des solutions plutôt que de la confronter à la vérité, donc de la confronter brusquement et de rentrer dans une escalade de conflit avec cette personne. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il peut être parfois plus intéressant d'aller dans le sens de la personne, de jouer le jeu plutôt que de s'acharner à exposer la vérité. En rentrant dans cet acharnement, vous risquez de rentrer plus dans un conflit avec une personne, un conflit qui n'est pas forcément utile et que vous pouvez éviter en essayant de vous contenter de comprendre son ressenti et d'essayer de l'apaiser. Exemple numéro 2. Georges veut sortir de sa chambre pour aller dîner avec sa femme. Cependant, elle est morte il y a quelques années et il ne s'en rappelle plus. Ça, c'est donc de l'amnésie rétrograde. Alors, Georges, il faut pouvoir en fait le ramener lentement à la réalité. Lui annoncer directement qu'elle est morte, qu'il ne peut pas sortir de sa chambre, eh bien c'est très brutal. Et il ne comprendrait pas, parce qu'il ne s'en rappelle pas. Il faut vraiment savoir se mettre à la place de ces patients-là. Il faut donc y aller vraiment progressivement, en faisant des exercices d'évocation et de contextualisation. Il faut lui poser des questions comme c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, pour qu'il arrive à assimiler l'information sans s'énerver et sans s'agiter. Encore une fois, c'est au cas par cas. Est-ce qu'il faut essayer de vraiment rappeler la vérité à cet homme? C'est l'accueil d'un nouveau deuil, d'une nouvelle émotion qui va arriver. C'est très dur d'apprendre la mort de quelqu'un, même si c'est parce qu'on l'avait déjà oublié, parce que ces trous de mémoire sont épisodiques. 10 minutes plus tard, peut-être que notre Georges va de nouveau oublier que sa femme est morte. Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine de s'acharner à faire des exercices pour le lui rappeler, d'accueillir de nouveau un deuil et une tristesse, alors que 10 minutes plus tard, eh bien peut-être que cet homme va de nouveau repasser par une amnésie rétrograde par rapport à sa femme. Ça sera toujours du cas par cas. À vous de l'évaluer en observant vos patients, vos bénéficiaires et d'évaluer, de juger si c'est une bonne chose d'essayer de ramener l'information correcte ou si il vaut mieux de nouveau passer par des subterfuges entre guillemets et voilà, de ne pas se confronter à un conflit avec le patient. Voilà, j'espère que vous avez compris cette idée d'attitude de bienveillance, de calme, de compréhension, d'empathie, de patience et de respect du patient et de son ressenti.